traiter des conseils d'administration, des bonnes pratiques numériques, où Frédéric Letendre va nous dévoiler les droits et obligations, en plus de la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants à l'ère numérique. Naturellement, petite biographie oblige, Frédéric Letendre est avocat, associé fondateur de Ulex et agent de marque de commerce. Il cumule plus de 25 ans d'expérience en droit national et international des affaires, de la propriété intellectuelle et du droit des technologies. Il siège et a siégé sur plusieurs conseils d'administration. Il est également chargé de cours à la maîtrise et au DESS en communication marketing de l'Université de Sherbrooke. Donc, sans plus de préambule, M. Letendre, à vous le micro. Merci beaucoup. Bonjour officiellement à tous et à toutes. Cette présentation-ci va peut-être être un petit peu différente des autres auxquelles vous êtes habitués dans la QT, c'est-à-dire que au lieu d'attendre à la fin pour avoir vos questions et commentaires, je vous encourage à les faire au fur et à mesure de différentes façons, c'est-à-dire que vous pouvez soit utiliser le chat et Guy va m'assister puis pourrait lire les questions au fur et à mesure. Un. Deux, vous pouvez, parce que vos écrans sont ouverts, vous pouvez me faire un signe de la main puis je vais voir s'il y a une question ou vous pouvez utiliser aussi les fonctionnalités de Zoom pour lever la main. Dans tous les cas, à la fin de chacune des sections, il y a 4 sections principales. À la fin de chacune des sections, je vais vous permettre à ce moment-là aussi de faire vos questions, commentaires, puis de témoigner sur des choses qui vous seraient déjà arrivées dans vos entreprises ou ailleurs dans le contexte de la conférence. Donc, voilà, sans plus tarder, on débute. Alors, on va arriver ici. Introduction. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, là. Ce n'est pas l'Association des dépanneurs du Québec, là, on est à l'AQT. Le numérique fait partie intégrante de nos vies. C'est une partie incontournable et je vous dirais que depuis plus particulièrement depuis le milieu des années 90, là, avec l'avènement du web comme on le connaît et avec l'avènement du web 2.0, 2003-2004, ça fait partie intégrante. On ne peut plus vivre sans ça. Plusieurs révolutions ont vu le jour à cause de ça. Récemment, on a vu une télé-réalité qui s'est passée au sud de notre frontière qui a vécu du numérique. Si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé au Capitole et que le pouvoir de Trump dans l'ensemble aurait été le même, par exemple. Je ne suis pas sûr que le printemps arabe aurait pu voir le jour sans les médias sociaux. Une crise comme celle-ci aurait été drôlement plus compliquée si on n'avait pas eu tous les moyens numériques à notre disposition. Certaines d'entre vous ont vécu la crise du verglas en 98, je me rappelle bien. C'était drôlement plus compliqué que maintenant. Je me rappelle d'être parti avec mon fax sous le bras pour être sûr de pouvoir continuer à communiquer avec mes clients. Les dial-up étant à l'époque assez limités côté bande passante, c'était drôlement plus compliqué. Donc maintenant, ça fait partie intégrante. Comme ça fait tellement partie intégrante de nos vies, bien évidemment, les différents gouvernements ont commencé à légiférer, les différents gouvernements ont commencé à passer des lois, des règlements, adopter toutes sortes de positions, créer des agences et compagnie. Je pense à la loi sur la protection des renseignements personnels, je pense au RGPD en Europe, la loi anti-pourriel. C'est tous des éléments dont on va parler ce matin. Évidemment, l'avènement des médias sociaux, ça passe de commentaires. C'est une partie intrinsèque de nos entreprises maintenant. Ça, c'est une chose. L'autre chose, depuis, je dirais, le début des années 2000, on a commencé à voir émerger quelques lois en matière de protection des renseignements personnels, gestion des données personnelles, ultimement les communications électroniques avec la loi anti-pourriel canadienne qui date de 2014 déjà. Ce sont toutes des lois qui ont en commun le fait d'avoir un opt-in, on va le voir tantôt. Donc, il faut que vous obteniez une espèce de consentement de votre interlocuteur. Ensuite de ça, la deuxième étape commune à toutes ces législations-là sont en fait
la gestion de l'information ou le contenu des messages ou qu'est-ce qu'on va faire avec les données qu'on détient. Et enfin, l'opt-out. Toutes ces lois-là prévoient d'une façon ou d'une autre la possibilité pour la personne de qui on a collecté des données ou qui nous a donné une autorisation au départ de se retirer. Donc ça, peu importe le pays. Évidemment, mes commentaires vont être surtout pour les pays occidentaux. Là. Je vais faire très peu de commentaires sur la liberté numérique en Corée du Nord. Là. Je vais couvrir surtout l'Occident, Europe, les Amériques quand même dans une certaine mesure, l'Asie dans une certaine mesure, l'Afrique dans une certaine mesure. Donc, les pays non totalitaires qui vont adopter ce genre de loi-là vont avoir ça comme élément commun. Également, autre particularité de ces lois-là, et de là l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, c'est que ces lois-là engagent la responsabilité personnelle dépendant des lois, là, soit des administrateurs et ou des dirigeants. Ce que j'appelle dirigeants, c'est les présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers, les C-level dans les entreprises. Donc, ceux qui vont prendre des décisions plus importantes, vont engager également l'équipe de communication et, dans une certaine mesure, les agences ou les personnes extérieures à votre organisation. Donc, plus on va, plus ces personnes-là, ces parties prenantes-là commencent à être impliquées dans le processus de la collecte, de l'organisation de l'information, de la dissémination de l'information et évidemment de l'opt-out qui s'ensuit. Et plus ça avance, plus les pénalités sont salées. Au Canada, on va le voir, notre loi sur la protection des renseignements personnels, les amendes sont somme toute petites, alors que le RGPD, Règlement général de protection des données en Europe, vont jusqu'à maximum de 3% du chiffre d'affaires global du groupe comme pénalité potentielle. Et dans le cadre de cette loi-là, il y a déjà des amendes ou des règlements qui ont été obtenus pour plusieurs millions de dollars que l'entreprise devait payer. Donc, c'est de plus en plus salé. C'est plus quelques milliers de dollars. On est vraiment, on va le voir par exemple, la loi anti-pourriel au Canada, 1 million de dollars pour un individu, 10 millions de dollars pour des organisations. De là, l'intérêt de se réunir ce matin puis d'en discuter. On va commencer par les données. On va parler de données personnelles. Les données personnelles ce ne sont pas toutes les données. Lorsqu'on parle de données en matière juridique, on va vouloir différencier les données personnelles ou les données à caractère personnel, comme on les appelle en Europe. Donc, on veut vouloir différencier les données personnelles des données non personnelles. On ne protège pas ces deux types de données-là de la même façon, alors que ce sont des données. Toutes les données à caractère personnel, c'est-à-dire des données qui identifient un individu, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, date de naissance, évidemment, tous les numéros auxquels vous pouvez penser, assurance sociale, assurance maladie, permis de conduire et compagnie, sont tous des renseignements personnels, ou des renseignements qui concernent un individu identifiable. Mon état de santé, ma religion, ma race, ma couleur de peau, tout ce qui va concerner un individu dans son intégrité. On parle évidemment de la santé, on va parler des données en matière de travail, relations employeur-employé, information fiscale et autres. Okay? Donc, ça peut être assez vaste. Et autre commentaire par rapport à ça, une donnée pourrait être jour 1 non personnelle, c'est-à-dire une donnée non personnelle, c'est toutes les données qui ne sont pas des données personnelles. Okay? Tour par minute, température d'une machine, plusieurs données SEO ou relativement à l'utilisation de vos sites web, de vos médias sociaux, toutes sortes de données que vous pourriez collecter sur vos clients sans nécessairement les associer à un client en particulier. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un sondage lorsque vous rendez des services ou que vous vendez des produits, un sondage de satisfaction qui
exclurait nom, prénom et tout autre élément identifiable, mais vous collecteriez sexe, code postal, fourchette d'âge, fourchette de revenus. Ça, seul, ce serait des données non personnelles. Ça va se complexifier lorsque on va commencer où on peut matcher ces données-là à des données personnelles. Alors, un groupe d'âge ou un code postal ou une information à prime abord anonyme devient associée à un individu. Là, l'information deviendrait une donnée personnelle. Bon. Différentes lois au Canada, il y a une loi sur la protection des renseignements personnels et dans certaines provinces, dont le Québec, on a aussi notre loi sur les renseignements personnels. Généralement, dans des entreprises comme les vôtres, on applique la loi canadienne parce que vous faites généralement affaire à l'extérieur du Québec où vous avez du moins un certain rayonnement à l'extérieur du Québec. Dans ce cas-là, c'est la loi canadienne qui s'applique. Les lois étrangères, celles dont on a entendu parler beaucoup depuis, qui est en vigueur depuis le mois de mai 2018, le RGPD, donc une disposition de l'Union européenne. Ce n'est pas une loi d'un pays, mais c'est vraiment un règlement de l'Union qui va s'appliquer, comme on va le voir tantôt, là, à l'égard de tous les ressortissants européens. Et vous pourriez être soumis à ces dispositions-là, même si vous n'avez jamais mis les pieds en Europe. On va le voir un petit peu plus tard. On a beaucoup parlé aussi de la loi en vigueur en Californie, le CCPA, qui est leur réponse au RGPD et autres lois en matière de protection de données. Donc, cette loi-là vise la Californie, est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Il y a le SHIELD, qui est le pendant new-yorkais du CCPA. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ces lois-là sont essentiellement étatiques. Donc, on pourrait se retrouver, comme par exemple en matière de taxes de vente, avec 50 dispositions différentes pour faire affaire aux États-Unis. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que la philosophie américaine de la protection de données est un peu à l'opposé de la philosophie européenne. En Europe, on veut vraiment donner le plein pouvoir de la gestion des données aux individus, tandis qu'aux États-Unis, on va voir comment on peut bien marchandiser ou commercialiser vos données avec ou sans votre accord, et ça va être variable. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, vous comprendrez que c'est plus permissif aux États-Unis qu'en Europe, puis que le Canada, comme d'habitude, se situe quelque part entre les deux. Bien que faites attention, le Canada et le Québec s'en viennent avec des dispositions, en fait des amendements importants à ces lois-là qui datent de beaucoup trop longtemps. Et la philosophie qui est, qui est suivie par le législateur, par Québec et par Ottawa à l'égard de ces deux lois-là, ressemble un peu au RGPD. Donc, sur le spectre, on va se rapprocher plus de l'Europe que des États-Unis. Donc, on s'en va vers une plus grande protection de ces données-là, donc de plus grandes obligations pour vous, entrepreneurs. Okay? Mais faites-vous-en pas, ça ne sera pas en vigueur demain matin. On a encore un peu de temps devant nous. Je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement. Opt-in, gestion, opt-out. Ça, c'est les plus petits dénominateurs communs de ces lois-là. Qui sont responsables? Dépendant des lois, évidemment, l'entreprise qui va collecter les données, qui va utiliser les données est responsable, mais également les administrateurs des entreprises, les dirigeants des entreprises ou toute autre personne qui aurait participé à la collecte ou la gestion de ces informations-là ou qui aurait autorisé cette collection ou cette gestion-là. Évidemment, je vais vous donner un exemple un peu grossier, mais le conseil d'administration de Apple ou de Microsoft sont peut-être loin des opérations quotidiennes, puis autorisent peut-être pas ou se mêlent certainement pas de l'application du plan de communication, puis comment on va faire au jour le jour pour collecter ou gérer des données. Ils peuvent donner comme instruction de respecter les lois en matière de données, mais ce n'est pas eux, comme administrateurs, qui vont le gérer. Or, dans notre cas ici, c'est plutôt des PME que nous administrons.
Souvent, comme administrateur de nos entreprises de taille plus ou moins grosse, bien évidemment, plus l'entreprise va être petite, plus on va avoir toutes sortes de chapeaux, administrateurs, salariés, concierges, chauffeurs, développeurs, peu importe, là, on peut être amené à faire beaucoup de choses. Beaucoup de dirigeants d'entreprise, évidemment, ont les deux mains dans le moteur lorsqu'il est question de communication marketing. On veut donner l'orientation à l'entreprise. Or, la collection des renseignements personnels et la gestion de ces données-là va faire partie accessoirement du rôle des coms et du marketing parce qu'on veut pouvoir, évidemment, savoir avec qui on traite, extraire des personas pour pouvoir mieux leur parler ultimement. Donc, comme administrateur, vous pourriez, sans être responsable des coms chez vous, être impliqué dans la collecte de ces données-là. Pensez à un site web, une application, des newsletters, toute forme de collecte qui vous permet d'obtenir nom, prénom et autres informations sur quiconque est soumis à cette loi-là. Donc, faites attention. Et d'expérience, c'est le genre de dossier dans lesquels, effectivement, les propriétaires de l'entreprise veulent s'impliquer à des degrés divers, mais ils veulent certainement donner la grande ligne. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Et vous le voyez ici, là, on parle de la loi fédérale. Les amendes vont de 1 000 à 100 000 $, donc ce qui est somme toute modeste par rapport aux millions dont je parlais tout à l'heure. Mais les projets de loi s'en viennent avec un ajustement des pénalités qui pourraient être imposées aux entreprises. Et là, bien, on va avoir des pénalités beaucoup plus importantes qui vont être, dans ce cas-ci, potentiellement dans les millions de dollars. À titre d'exemple, on va le voir tantôt, mais la loi anti-pourriel, c'est pénalité pour un individu maximum 1 million de dollars, puis les entreprises 10 millions. Donc, on est bien au-dessus du seuil de 100 000 ici. Donc, en pratique, si vous avez des questions, des commentaires, c'est un excellent moment pour les poser à ce stade-ci en matière de protection des renseignements personnels, collecte et autres. Y a-t-il des questions, des commentaires? Sinon, je vais poursuivre. Parfait. Ce que vous pourriez faire ici comme membre du conseil et ou de la direction générale et ou responsable des coms ou du marketing dans votre organisation, bien, déjà, c'est d'être conscient que vous collectez ce genre d'informations-là et vous posez la question, savoir s'il y a des politiques externes en place qui permettent d'informer les gens qui vous transmettent ces informations-là. Je pense à, ça peut être aussi bête ou aussi simple que sur votre site web, vous avez un espace où les gens peuvent s'inscrire à votre infolettre. Dans certains cas, c'est juste le courriel qui est donné. Et dans ce cas-là, ben, un courriel peut être tout à fait anonyme. Là. Si vous avez un Gmail avec Bozo le clown, ben, on ne saura pas que c'est vous. Si c'est un email qui ressemble au mien, F Le Tendre, des avocats F Le Tendre, mais il y en a juste un au Québec, ça fait que je suis facilement identifiable. Dans certains cas, on va un petit peu plus loin. On veut le prénom, le nom de la personne. J'ai vu certaines grilles aussi qui récoltaient la date de naissance parce que l'entreprise étant fort gentille avec moi veut m'envoyer des vœux à mon anniversaire. Je sais très bien qu'ils veulent faire d'autres choses avec ma date de naissance que de m'envoyer une carte de fête. Ensuite de ça, on pourrait collecter d'autres types d'informations. Donc, évidemment, plus on va aller dans cette direction-là, plus on est soumis à cette loi-là et vous allez devoir avoir des dispositions à l'interne pour, d'un, vous assurer que la personne a consenti à vous donner ces informations-là et votre obligation va au-delà de ça. Votre obligation va jusqu'au point où vous devez informer la personne de la raison pour laquelle vous collectez ces données, qu'est-ce que vous allez faire avec et comment elle peut même se désinscrire de votre liste. Donc, vous demandez de retirer ces informations ou son nom de vos bases de données.
Et souvent, on va retrouver ce type de disposition-là si on prend un site web ou une app, par exemple. Dans les sites web, ça va être dans les pieds de page, toutes les conditions d'utilisation, politique de confidentialité, là, ça couvre ces dispositions-là. Petit truc, une des choses qu'on conseille à nos clients sur une base régulière, c'est de créer une adresse courriel spécifique, ça peut être un alias, qui va être vie privée @ le nom de votre entreprise et privacy @ le nom de votre entreprise. Et là, dans vos conditions d'utilisation, vos politiques de confidentialité, partout où vous allez devoir utiliser une adresse courriel qui va traiter de vie privée, de données à caractère personnel, de renseignements personnels ou toute autre communication de même nature, il faudrait que ça soit assigné à une personne physique spécifique dans votre entreprise et que ça tombe dans une boîte spécifique de votre entreprise pour différentes raisons. De un, vous voulez vous assurer d'intercepter tous les messages qui concernent ces notions-là parce que dans certains cas, certaines lois vous donnent des délais très courts pour réagir ou répondre. Un. Deux, le fait d'avoir mis en place, par exemple, d'utiliser MailChimp ou autre n'est pas une défense ultimement. Si MailChimp a des bugs et que, par exemple, les adresses courriels ne seraient pas retirées comme l'a demandé tel ou tel client, le client vous en informe via vie privée @ le nom de votre entreprise, vous devez réagir. Si vous ne faites rien, vous pourriez engager votre responsabilité. Dans certains cas, certaines lois demandent à ce que l'adresse courriel demeure en vigueur au moins 60 jours après certaines communications. Or, si vous mettez, par exemple, fletan@ulex.ca, puis je décide de quitter dans un mois, puis que mon adresse courriel est désactivée, bien, vous ne respecterez pas la loi si mon adresse courriel est désactivée dans 30 jours. Or, avec une adresse plus générique comme vie privée, bien, vous sautez ce problème-là et vous pouvez toujours attribuer l'alias vie privée à une personne ou une autre dans votre organisation. Donc, ça, petit truc. Donc, à votre niveau, posez des questions. Assurez-vous que vous avez des bonnes pratiques à l'interne. Si, on va le voir tantôt en matière de RGPD, mais les obligations du RGPD, je vais en parler tout de suite, ça va être plus simple. Les obligations du RGPD, oui, excuse-moi, Louis-Philippe, je pense. Ton micro. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris l'utilité de l'adresse vie privée. Non, dans le sens, l'idée, c'est que les gens puissent contacter ton entreprise pour demander de rallier les informations de vie privée? Oui, en fait, les différentes lois imposent différentes choses, c'est-à-dire imposent des délais très courts pour répondre à certaines de ces questions-là, un. Deux, imposent une adresse valide pendant un certain temps. Et trois, d'expérience, quand tu mets info ou admin ou machin, ça se perd dans tes courriels, puis la personne ou les personnes responsables de info ou admin peuvent ne pas intercepter ce genre de message-là. Donc, pour réduire vos risques et pour démontrer à une éventuelle agence que vous avez fait preuve de diligence, parce que c'est une défense de diligence ici qu'on peut faire valoir si jamais on est accusé de quelque chose. Donc, en disant, non, regardez, j'ai créé une adresse, j'ai une personne dédiée à ça, il y a une boîte distincte, ça ne tombe pas dans mes junk. C'est surtout pour ne pas s'exposer à des amendes qu'on met. Ben, puis offrir le service, évidemment. C'est ça. Parce que si on va aller plus loin, il y a l'aspect pratico-pratique que l'information est traitée en temps opportun. Et de deux, si jamais, puis on a travaillé avec certains clients qui ont eu ce problème-là, ne donnaient pas vraiment suite à ce genre de communication-là parce que personne n'était vraiment responsable, personne n'était vraiment en charge, il n'y avait pas une conscience ou un éveil ou une sensibilisation à l'égard de ces questions-là, bien, ça rendait la clientèle très mécontente. Et là, tu es rendu à devoir gérer des clients pas contents. Ultimement, c'est un petit peu ça. Et les gens sont de plus en plus conscients de ces lois-là, donc vont vouloir de plus en plus les faire respecter. Ça répond à ta question? OK. Oui, Daniel. J'ai une question, moi aussi, je m'excuse. Vas-y, Daniel. Au niveau, combien de temps il faut garder des preuves que ça a été fait? C'est-tu comme les 7 ans comme au niveau comptable ou est-ce qu'il faut garder une...
Ben, idéalement, oui. Puis on a toujours des problèmes. Et je ne traiterai pas du RGPD dans ce contexte-là, mais au Canada, vous gardez l'information assez longtemps pour pouvoir faire les preuves nécessaires, quitte à archiver et ne plus les utiliser à certains égards. Mais ce que la loi vient nous dire, c'est à partir du moment où tu n'as plus besoin d'une information, théoriquement, tu la détruis. La personne n'est plus cliente chez vous, tu détruis son information. Okay? La preuve que ça a été détruit, faut-tu garder une preuve que ça a été détruit? Ou... Ben, idéalement, oui. Parce qu'encore une fois, on revient au concept de diligence. Ils ne prendront pas nécessairement, une agence ne prendra pas nécessairement votre parole pour du cash. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir voir comment tu as traité technologiquement le problème. Et si vous avez détruit un paquet de fichiers Excel ou peu importe comment vous conservez vos données, il va falloir dire, mais regardez, telle date, j'ai détruit de telle façon, voici, j'ai mon delete, là, voici mes logs et autres. Mais le problème n'est pas tant à ce niveau-là d'habitude. C'est à beaucoup plus court terme que ça, là. Cependant, dans certains cas, je pense à 2 dossiers spécifiques, pas tant en matière de renseignement personnel que d'autres types de lois. Une loi en Californie qui a rapport à la télécommunication. Tu ne peux pas faire tel type d'offre via fax ou autre, peu importe. Puis il y a une entreprise canadienne qui s'était faite poursuivre et le gouvernement était retourné très, très loin en arrière et il a fallu que l'entreprise fasse preuve de beaucoup de créativité puis engage Indiana Jones pour retrouver l'information. Et dans ce cas-ci, c'était un recours collectif. Là, on est aux États-Unis, ça ne pourrait pas arriver ici. Là. Recours collectif de 6 milliards de dollars contre l'entreprise pour utilisation de données, machin. C'était complètement débile. Mais ici, je pense à un des pionniers européens en matière de commerce en ligne. On recule de 20 ans, à peu près, on était en 2001-2002. Il a s'agi d'une plainte d'une cliente pour que le commissariat à la vie privée se mêle du dossier puis qu'on soit pogné 9 mois à devoir gérer une seule plainte. Et là, il n'y avait personne à ce moment-là. On était plus ou moins familier avec toutes les questions de protection de données. Fait que l'information était éparse partout dans l'entreprise. C'était très, très compliqué. Donc, c'est plus dans ce contexte-là dont je vous parle. Donc, conservez ce que vous pouvez conserver. Puis, au cas par cas, bien évidemment, plus l'information est sensible, moins on veut y toucher, puis plus vite on doit la détruire. Mais on va être pris aussi avec les dispositions de la loi qui nous demanderaient, par exemple, de détruire certaines informations. Mais tu ne peux pas détruire les informations sur tes clients ou les transactions avec eux parce que le fisc, de l'autre côté, te demande de conserver toutes ces informations-là pendant une très longue période de temps. Donc, il y aurait moyen de faire peut-être des murs de Chine ou de prendre l'information dont on n'a plus besoin, les informations personnelles, dont on aurait besoin qu'au point de vue fiscal, puis les mettre dans un serveur à part ou les archiver, les sortir de la base de données, par exemple. OK? Et là, on respecterait probablement les obligations des deux lois. Merci. J'aurais une question, je ne sais pas si... Vas-y, on a le temps. On est ensemble jusqu'à 11h30, je pense. Quand on utilise des services externes, vous avez mentionné MailChimp, là, nous, on utilise Zoho, il y en a plein d'autres comme ça. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est responsable qu'eux, on a beau peser sur le bouton delete là, sur leur site, on ne sait pas réellement ce qui se passe en arrière, c'est-tu vraiment tout détruit? Jusqu'à quel point, comme entreprise, on est responsable de s'assurer qu'on ne peut pas aller voir ce qu'ils font en réalité? Non. Ben, il y a 2 choses. C'est-à-dire que si ça va dépendre comment ton entreprise est impliquée ou pas dans le dossier. Si, par exemple, l'information arrête à Zoho, pour prendre cet exemple-là, et que tu ne collectes jamais cette information-là, bien, toi, tu n'es pas responsable de cette information-là, même si c'est tes clients. Je vais te donner un exemple concret. Lorsque on a décidé d'accepter la carte de crédit comme mode de paiement au bureau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé, les clients peuvent payer nos factures directement sur notre site web et on a engagé un service white label qui est Relex, qui est une division de Global Payment,
On a intégré leur page et lorsque le client va sur mon site web, il peut payer sa facture par carte de crédit et tout le back-end est opéré par Relex. Évidemment, White Label, c'est ma page, c'est mon interface que tu vois. Le client reçoit sa confirmation de Global Payment Relex. Moi, je vois dans mon compte de banque que le paiement a été fait, mais je n'ai jamais accès à l'information de la carte du client. Je ne sais pas, à la limite même, quelle carte le client utilise pour payer. Okay? Donc, je n'ai pas accès. Je sais que telle facture a été payée, mais je ne sais pas si c'est avec la carte perso de l'entrepreneur ou la carte de l'entreprise. Je ne connais pas. Je ne connais même pas les 4 derniers chiffres de la carte. Je ne connais rien. On a complètement envoyé à l'externe la gestion de cette information-là. Donc, si jamais quelqu'un avait un problème, je ne pourrais pas être impliqué dans la boucle. Je n'ai jamais détenu cette opération-là, cette information-là. Okay? Donc, vous allez devoir vous poser la question à chaque fois. On est en train de vendre une entreprise actuellement dont les technologies se vendent sur des marketplaces. Puis là, ben, un des points qui achoppe, c'est de dire, OK, le marketplace, évidemment, détient énormément d'informations sur le client, mais qu'est-ce que mon client, lui, reçoit comme information pour pouvoir faire la vente? Et là, on est en train d'identifier ce type d'informations-là. Et il faut faire doublement attention parce qu'on vend en plus la chose qu'on vend, peu importe, à des Américains. Donc, il faut que je m'assure que ça soit conforme aux lois ici et que je transfère seulement ce que je peux transférer pour lequel j'ai des droits. Et évidemment, il faut que les informations qui sont transférées de l'autre côté soient conformes à la loi californienne dans ce cas-ci. Okay? C'est des questions qu'on voit de plus en plus, notamment dans les vérifications diligentes de financement. Je ne sais pas si vous avez fait un financement récemment ou si vous prévoyez faire un financement, mais il y a de plus en plus de questions qui sont posées par les investisseurs sur votre conformité à ces différentes lois-là. Et quelqu'un qui ne s'est jamais badré ou en fait qui ne s'est jamais soucié de gérer ces informations-là ou d'établir des bonnes pratiques, bien, pourrait avoir certains problèmes lors d'un éventuel financement. Pour ceux dont le chat n'est pas ouvert, peut-être juste mentionner, il y a Déoda qui nous écrit que bien sûr, là, il y a des accents de vertu sur le right to be forgotten, mais souvent, c'est pratiquement impossible. Exact. Il y a une intention qui est là. Je pense que c'est important. La technologie n'est peut-être pas toujours à point. Et là, il y a un long texte là, de sa part que je vous invite à acheter un petit coup d'œil. OK, parfait. Non, effectivement, quelques mots sur le droit à l'oubli du RGPD. D'un, ce droit-là n'existe pas au Canada, pas sous cette forme-là. Les nouvelles dispositions, ou en fait les nouvelles lois voudraient importer une espèce de droit à l'oubli, mais on n'est pas là. Et en Europe, ben, c'est un calique de mal de tête à gérer. Le droit à l'oubli, Louis, je vais être à toi tout de suite après. Le droit à l'oubli, technologiquement, ça devient excessivement compliqué. Retirer toute information de quelque nature, ben, en fait, toute donnée à caractère personnel que tu détiens sur quelqu'un, est-ce que ce serait, disons, très, très compliqué s'il y avait eu de l'information d'échanger sur Facebook, le Facebook de l'entreprise à l'égard de cette personne-là. Comment tu fais pour l'enlever? Ça peut devenir très complexe. Donc, les Européens sont encore en train de se casser la tête sur comment on fait ça. Okay? Oui, Louise. Je voulais poser la question par rapport à l'AMF. Comment ça se situe dans toutes ces lois-là? L'AMF est complètement en marge de ça, n'a rien à voir avec tout ça. Et toutes les obligations que vous pourriez avoir à l'égard des lois en matière de valeurs mobilières, les opérations financières et autres sont régies par des lois propres. Mais évidemment, les informations que vous collecteriez dans ce contexte-là ben, vont être soumises, dans certains cas, à la loi sur la protection des renseignements personnels ou si vous échangez avec des actionnaires ou d'autres personnes via courriel, ben, c'est peut-être la loi anti-pourriel qui pourrait s'appliquer, mais c'est vraiment deux régimes complètement distincts. Okay. Petit commentaire sur le RGPD, puis je vais terminer avec ça. Le RGPD,
est un règlement européen, comme je le mentionnais, mais s'applique à toute société étrangère qui a soit un établissement en Europe ou affiche ses prix en euros sur sa plateforme de transaction, fait des études de marché sur des Européens ou, évidemment, a vendu à des Européens. Okay? Donc, c'est l'une ou l'autre de ces dispositions-là qui fait que vous pourriez être soumis au RGPD, même si vous ne le voulez pas, puis même si vous ne le savez pas. Donc, faites très attention à ça. On continue. Pour Riel, j'en ai parlé un peu tantôt, là, rapidement. J'ai mélangé ça un peu avec les renseignements personnels parce que c'est des concepts qui se ressemblent. En gros, loi anti-pourriel, c'est une loi qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et vise différentes choses. Ce dont je vais parler ce matin, c'est surtout les messages électroniques commerciaux, ce qu'on appelle des MEC. Un message électronique commercial, c'est interprété très largement. Donc, c'est des offres d'achat, de vente, de troc, de louage pour des produits, des biens, des services, la possibilité de faire affaire, la promotion de tout ceci, la promotion de quelqu'un. Donc, c'est vraiment faire affaire au sens large. Okay? Il y a quelques exceptions. Je pense, par exemple, à la relation entre un OBNL et ses membres. Ça ne serait pas couvert par ici. Là, les échanges courriels ne seraient pas couverts. Par contre, lorsque vous échangez avec vos clients, ben, vous êtes soumis à cette loi-là. Okay? On va voir en gros comment ça fonctionne. Donc, message électronique commercial, c'est tout message qui porte sur ce qu'on a vu tantôt, là, offre de service, de vente, de promotion, de tout ce que vous voulez, transmis ou reçu par tout moyen électronique au Canada ou du Canada. Donc, c'est transmis du Canada à des Canadiens ou à l'étranger et c'est reçu par des ordinateurs canadiens que le message vienne du Canada ou de l'étranger. Évidemment, vous avez tous déjà vu le genre de courriel où quelqu'un vous a identifié, vous êtes donc chanceux pour aller l'aider à récupérer des lingots d'or en Côte d'Ivoire, ou votre père vous écrit disant qu'il s'est cassé une jambe dans le désert du Sahara, ou qu'une veuve éplorée vous contacte d'Ukraine pour que vous puissiez l'aider à sortir son magot du pays. Hein? Bon. Anecdote, mon père m'a déjà écrit comme ça d'Afrique, qui était très blessé, il demandait de l'argent. Alors, je me suis reviré de bord et je lui ai montré sur le divan du salon, il était assis à côté de moi, je lui ai demandé si ça allait mieux. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Mais il y a des gens quand même qui tombent dans le panneau. Il faut faire attention. Donc, tout ce qui est message électronique, courriel, texto, messagerie type Messenger, LinkedIn, Twitter, tout autre mode de communication électronique, à l'exclusion du téléphone et du fax, pour ceux qui utilisent encore des fax, comme Revenu Québec et Revenu Canada. Donc, vont être inclus là-dedans. Et c'est tout moyen de communication électronique connu et à être connu. Je ne sais pas ce qui va exister dans 6 mois puis dans 12 mois. On va trouver une nouvelle façon de communiquer quelconque? Y a-t-il une nouvelle plateforme qui va être inventée? Je n'ai aucune idée, mais ça va être couvert par cette loi-là. Je pense entre autres à l'événementiel numérique qui est en train de boomer actuellement. Bien, il va certainement y avoir du chat. Bien, ces chats-là vont aussi être couverts par cette loi-là. Okay? On va faire une différence entre des messages que vous pourriez mettre sur votre page d'entreprise Facebook. Par exemple, vous mettez ça sur votre wall et vous annoncez à tout le monde une vente d'entrepôt en fin de semaine. Ça, c'est une chose. Vous ne pourriez pas, comme j'ai déjà vu dans le passé, demander à vos employés ou à travailleurs autonomes dans le domaine des communications d'envoyer certaines promotions à son réseau personnel via son compte Messenger. Okay? Ça serait enfreint de la loi, alors que
la même communication mise sur le wall de l'entreprise serait légale. Okay. Donc, il faut faire très attention. Les OBNL, c'est quelque chose, c'est une question qu'on a eu beaucoup au début de la loi. Les OBNL ne sont pas exemptés de par le simple fait qu'ils sont à but non lucratif. Hein? Des entreprises peuvent tout à fait, comme l'AQT, vendre des conférences à plus que 25 $, des événements et autres. Et la communication qui concerne cet événement-là est soumise à la loi anti-pourriel, alors que la communication entre les membres, ou en fait, de l'AQT vers ses membres n'est pas soumise à la loi anti-pourriel. Alors que c'est le même courriel qui part de la même boîte courriel et qui arrive dans la même boîte courriel. Mais parce que la nature du message n'est pas le même, un message est exempté alors que l'autre non. Il faut faire très attention. Même chose que pour tout ce qui est protection des renseignements personnels, vous devez obtenir l'autorisation d'une personne avant de communiquer avec elle, de lui envoyer un MEC par tout moyen électronique. Et ça, c'est un calice de mal de tête. Oui, Louis-Philippe. Micro. Ce que j'avais compris, c'est que si une personne s'est inscrite, par exemple, à un webinaire ou ce genre d'événement-là, par défaut, c'est comme un... Il y a des exceptions, effectivement. OK, c'est bon. Et on va y arriver. OK, excuse-moi. Juste dans le cours que je donne à l'université en marketing, juste ce qu'on couvre là c'est un cours de 3 heures. Ça fait que là, je vous le donne en 18 minutes. Ça se peut que je tourne les coins ronds un peu. Okay? Mais en gros, il faut savoir que, règle générale, message électronique est couvert par la loi, tu dois avoir l'autorisation préalable de la personne. Or, le législateur n'est quand même pas fou à ce point-là, a prévu que si quelqu'un est déjà client chez vous, bien évidemment, tu peux communiquer avec. On a prévu un autre type d'exception, c'est-à-dire que si quelqu'un a, en fait, être client chez vous, c'est un concept très large. Effectivement, tu achètes une fois un webinaire, bien, tu deviens client de la personne de qui tu as acheté le webinaire. Donc, le promoteur du webinaire pourrait communiquer avec cette personne-là pendant 2 ans suivant l'achat du webinaire, par exemple, ou la consommation du webinaire. Vous demandez une soumission à votre assurance auto, maison, peu importe. La personne qui a soumissionné peut vous contacter pendant 6 mois par la suite. Okay? Donc, il y a des opt-in tacites comme ça. Il y a toutes sortes de situations, mais ça, c'est les deux plus fréquentes. Donc, quelqu'un qui est client chez vous ou quelqu'un qui a demandé une soumission. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi quand le courriel est public, à titre d'exemple, sur votre site, Frédéric? Oui, effectivement. Ça, c'est une autre exception. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre adresse publique et que vous ne mettez pas de mention que vous ne voulez pas être contacté, donc, puis dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller chez Canadian Tire puis d'acheter une pancarte pas de colporteur. Il faut trouver une façon délicate et gracieuse de mettre dans vos communications que vous ne voulez pas être contacté par toutes sortes de monde que vous n'avez pas vous-même contacté. Donc, si vous n'avez pas une mention à l'effet que vous ne voulez pas recevoir de courriel, les personnes pourraient effectivement vous contacter. Quelqu'un pourrait vous contacter une première fois si l'offre qu'elle a à vous faire tombe en plein dans vos cordes. Okay? Évidemment, j'imagine que c'est la même chose pour vous, là, mais combien de courriels on reçoit ou de demandes de connexion, même dans LinkedIn, par des vendeurs d'assurance, des services financiers et autres services du genre. Ça, la loi leur permettrait de vous contacter une fois, puis s'il n'y a pas de suite ou si vous leur dites de ne plus vous contacter, mais théoriquement, en fait, légalement, ils ne doivent plus le faire. Okay? Lorsque cette loi-là a été adoptée, puis plusieurs années par la suite, on a travaillé d'ailleurs avec un gros manufacturier technologique de la Rive-Sud qui, en 2018, a réalisé que cette loi-là existait puis qu'il devait faire quelque chose avec ses 25 000 courriels sur sa base de données. Ça se peut que lorsqu'on fait le ménage dans vos bases de données, qu'on scrape 25 30 un tiers de vos courriels, qu'on n'est pas capable de rattacher à la règle générale ou à une des exceptions. Okay? Donc, ça se peut que vos bases de données, lorsque vous allez avoir fait le ménage,
soit réduite de façon importante, ce qui est une excellente chose, pour deux raisons. De un, vous n'embêtez pas quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de vous, et de deux, votre retour, je vais être avec toi tout de suite après, Louis-Philippe, votre retour sur investissement risque d'être bien meilleur si vous parlez aux bonnes personnes. Louis-Philippe. Micro, évidemment. Oui, j'allais demander, je peux l'écrire dans le chat, là, mais s'il y a une liste quelque part de ces exceptions-là, de ces... Oui, en fait, il y a un portail qui s'appelle combattrelepourriel.ca. Et c'est très, très, très détaillé avec toutes sortes d'exemples. Il y a même des beaux vidéos faites par le fédéral. Il y a beaucoup d'infos. Mais les exceptions sont somme toute rares. Il faut faire attention. Ce qui est super important, donc, c'est l'opt-in et la personne doit savoir pourquoi elle vous donne la permission d'utiliser son courriel. Ça, c'est un. Deux, la gestion de l'information tout au long de l'utilisation de ces courriels à travers les années, les mois, peu importe. Le message va devoir contenir des éléments spécifiques. C'est-à-dire que, puis là, je vous donne quelques exemples, on doit toujours savoir de qui provient le message ou au bénéfice de qui le message est envoyé. Si le message part directement de votre entreprise, bien, il faut que votre entreprise soit identifiée. Si vous confiez à un tiers, une agence, par exemple, le fait d'envoyer certains courriels, certains mecs, bien, l'agence doit être identifiée et vous devez être identifié comme le bénéficiaire ultime. Évidemment, les informations sur la transaction doivent être précises. Le prix exact, les taxes, promo, pas de promo, la durée, bon. Et ceux qui sont un peu familiers avec la loi sur la protection du consommateur, là, on retrouve un peu ce même genre d'informations lorsque on transige avec des consommateurs sur le web où on a toute une tralée de conditions à remplir. La loi anti-pourriel, c'est la même chose. Donc, vos messages doivent contenir certaines informations et dans tous les cas, on doit prévoir un opt-out, donc le fameux se désinscrire ou unsubscribe qui doit apparaître sur 100% de vos communications, 100% de vos mecs. On doit retrouver la possibilité de se retirer de la liste. Encore une fois, faites attention, ce n'est pas parce que vous utilisez des MailChimp ou autres que vous allez être exempté de toute pénalité. Si je me rappelle bien, WestJet a été condamné, en fait, a payé une somme de 150 000 $ de pénalité parce que différentes choses, mais notamment le logiciel qu'ils avaient utilisé pour la gestion de leur courriel avait eu des bugs et les courriels qui devaient être enlevés n'étaient pas enlevés et les messages continuaient de parvenir aux consommateurs. Puis il y a des gens qui ont porté plainte et WestJet a dû payer donc une pénalité quand même assez importante. Évidemment, cette loi-là, on le voit avec WestJet, ne vise pas qu'à trouver les trolls et les autres malotrus du web. Cette loi-là vise à ce qu'on ait une utilisation plus saine du web. Évidemment, les plus grosses amendes ou les plus grosses pénalités sont imposées à des gens qui ont vraiment, qui sont des pros du pourriel ou du spam. La première grosse amende qui avait été donnée, plus d'1 million $ à une entreprise de Sainte-Adèle ou Sainte-Agathe, donc pas à l'autre bout du monde, c'est vraiment chez nous dans notre cour. Et c'est une entreprise qui se spécialisait dans le spamming, là. Et dans les premiers mois de la mise en vigueur de la loi, 25% des plaintes portaient sur cette entreprise-là. Donc, évidemment, eux ont été frappés avec un 2 par 4 dès le début. Par la suite, bien, il y a toutes sortes d'entreprises, des plus ou moins connues jusqu'à des Hertz, Avis, WestJet et autres qui ont dû payer des pénalités parce qu'une partie ou l'autre de leur communication ne respectait pas les dispositions. Il y a des individus aussi qui ont participé à ce genre d'opération-là, qui ont été reconnus responsables et qui ont dû payer des pénalités de 10, 15, 20, 25 000 $ personnellement, en plus de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention à ça. Ici, la responsabilité est à qui? Est aux administrateurs, aux dirigeants, donc même chose que pour même personne que pour la loi sur la protection des renseignements personnels. On inclut les mandataires. Ça, c'est un concept qui est propre à cette loi-ci. Mandataire, ce que l'on comprend de ce mot-là, c'est que ce serait par exemple aux agences de com externes ou toute agence qui s'occuperait de vos communications numériques. Okay?
pourrait aussi être responsable. Donc, on pourrait exiger dans nos contrats avec eux qu'ils respectent évidemment la loi antipourriel et qu'ils prennent fait et cause pour nous, c'est-à-dire qu'ils nous libèrent de tout problème si jamais il y avait une poursuite à l'égard de la loi antipourriel, de la partie du dossier dont ils sont occupés. Même commentaire que tantôt, généralement dans les entreprises plus petites, les administrateurs et dirigeants sont plus hands-on, ils ont les deux mains dans le moteur, participent souvent aux stratégies comme marketing, donc pourraient engager leurs responsabilités dans ce contexte-là. Votre responsable des coms pourrait tout à fait être responsable aussi des pénalités. Et on le voit en bas de la bulle, individu maximum 1 million de dollars et entreprise 10 millions de dollars de pénalité. Et pensez pas que le CRTC ou autre donne juste de petites pénalités. Là, je vous ai parlé d'1 million de dollars et plus, et pour des individus, là, plusieurs milliers. Donc, il y a eu de tout à travers les années. Et il y a énormément de plaintes, ça se compte par centaines de milliers. Maintenant, on est rendu à des millions de plaintes qui ont été déposées depuis la mise en vigueur de cette loi-là. Donc là aussi, dans vos conditions d'utilisation de site web, notamment vos apps et autres endroits où vous pourriez collecter des courriels, il va falloir expliquer aux gens ce que vous faites avec ces courriels-là, avoir une section où on peut porter plainte, où on peut poser des questions, et une section où les gens peuvent se désinscrire. Là aussi, l'utilisation de l'adresse privacy@ et vie privée@ devient très, très, très utile. Okay? Et je réinsiste sur cette adresse-là. Là, vous dédiez une boîte à ça et les questions de RGPD, CCPA, protection des renseignements personnels, pourriel devraient tout aller là. Et il y a un individu qui devrait être imputable chez vous pour ces questions-là. Questions, commentaires, partage. Question peut-être du champ gauche, là, mais une assurance administrateur et dirigeant là, sur les fautes et omissions, ça couvre-tu ce genre de poursuite-là? Ou... De plus en plus. Mais il faut poser la question à l'assureur spécifiquement pour cette question-là, mais ce qu'on voit quand même de la part de plusieurs assureurs depuis plusieurs années, on inclut de plus en plus, je dirais, la saine gouvernance numérique, là, parce que, veut pas, ben, les lois évoluent, les responsabilités évoluent également, et les bonnes pratiques devraient évoluer. Okay. Donc, je vois mal une entreprise aujourd'hui, en 2021, qui n'aurait aucune conscience, ou en fait, qui ne prendrait aucune mesure à l'égard des renseignements personnels, des pourriels, ou de sa présence numérique ou de son empreinte numérique, qui ont puis vous le savez probablement mieux que moi, là, qui a une existence propre, qui a des règles distinctes de la vie physique à côté, qui a des coutumes propres, qui a une vie autonome. Donc, il faut quand même être conscient de ça et gérer en conséquence. Okay? Une entreprise qui ferait absolument rien, là, s'exposerait à beaucoup et peut-être qu'un assureur déciderait de ne pas couvrir s'il n'y avait aucune mesure de prise par l'entreprise. À l'inverse, j'imagine qu'un assureur qui va couvrir ces risques-là vous enverrait un questionnaire probablement long comme le bras, vous demandant de lister toutes les mesures que vous prenez pour vous conformer à ces lois-là pour calculer évidemment son risque. Ça va de soi. Okay? Et, excellente question, Daniel. Merci beaucoup. Plus funky et absolument d'actualité, médias sociaux, Twitter, Facebook, TikTok et compagnie. Qu'en est-il? Je ne donnerai pas un cours de droit, mais je vais vous donner ma vision juridique des médias sociaux. Comme vous le savez, lorsque le web a été, je dirais, démocratisé là, au début des années 90, là, 93, 14, 15, c'était essentiellement des brochures virtuelles, c'est-à-dire que l'entreprise mettait ni plus ni moins un scan, je simplifie un peu, mais de sa brochure papier, c'était sur le web, puis les sites les plus funky avaient quelques hyperliens. Tu sais.
Puis si tu voulais communiquer avec l'entreprise, ben, il y avait éventuellement un courriel ou un téléphone ou un fax. Bon. 10 ans plus tard est arrivé le Web 2.0, donc 2003-2004, où là, le mal de tête, le cauchemar des entreprises et des avocats a été créé, les UGC, User Generated Content, où du jour au lendemain, on se retrouvait avec 7 milliards d'éditeurs de contenu sur la planète Terre. Chacun peut, on l'a vu et on continue de le voir, chacun peut publier à peu près n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, sans trop de contrôle. C'était absolument le Far West à ce moment-là. Maintenant, en 2021, on l'a vu, les plateformes exercent un beaucoup plus grand contrôle. Il y a 10 ans, on n'aurait pas vu un président des États-Unis se faire barrer des médias sociaux. La société n'était pas rendue là. Mais il n'y a pas de président des États-Unis qui se comportait comme ça non plus. Mais reste que c'était déjà plus à tâtons, on essayait, on est bon. Les décisions de cour, les décisions des tribunaux, la jurisprudence depuis une grosse dizaine d'années, du moins au Québec, puis ailleurs dans le monde aussi, mais je vais parler du Québec, martèlent aux entrepreneurs qu'ils ont une responsabilité à l'égard des contenus, évidemment, qu'ils publient sur le web et des plateformes qu'ils administrent, vos chats, vos pages Facebook, TikTok, Instagram, ce que vous voulez, vous devez exercer un contrôle. Et exercer un contrôle ne veut pas dire lire chacune des phrases puis corriger chacune des virgules qui se trouvent dans les commentaires des internautes. Ça veut dire éviter les dérapages. Donc, vous gérez un blog avec des commentaires, vous avez une page Facebook, vous avez, ce que vous voulez. Vous devez avoir un gestionnaire de communauté ou du moins quelqu'un qui est plus sensible à ces questions-là et qui va devoir arbitrer certains contenus. Pour pouvoir arbitrer certains contenus, au préalable, on va avoir mis des règles du jeu. Sur des sites web, des apps et autres, ça va être dans les conditions d'utilisation. Sur vos pages, groupes et autres, il y a souvent un espace, une boîte au début où on peut dire, voici, le groupe s'adresse à tel type de personnes et on permet ou ne permet pas tel type de contenu. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'à travers le temps, il y a des entreprises qui ont été reconnues responsables de contenus qui étaient laissés sur les médias sociaux. Puis quand je parle de médias sociaux, là, c'est toute plateforme qui permet d'échanger des contenus. Okay? Donc, je ne vais pas limiter à Facebook, Twitter et compagnie, mais vous pourriez avoir votre propre média social en créant votre groupe Facebook ou en ayant une plateforme d'échange avec vos clients sur votre site web ou via une app, par exemple. Québécois, il y a une dizaine d'années, a été condamné à payer 107 000 $ à une dame de Québec parce que Québécois a laissé pendant beaucoup trop longtemps des commentaires qu'elle savait faux à l'égard de cette dame-là et la Cour a reconnu Québécois responsable des dommages en diffamation qu'il avait créés. Plus récemment, peut-être que vous avez vu ça dans certains journaux, il y a eu une affaire qui s'appelle G&B Maternité, peu importe. L'entrepreneur a été reconnu responsable de diffamation à l'égard d'une autre entreprise pour des propos tenus sur Facebook. Et elle a été aussi responsable des propos tenus par une de ses clientes qu'elle n'a pas modérés à l'égard de l'autre entreprise. Et la cliente a aussi été reconnue responsable de diffamation. Donc, et l'entreprise et la cliente ont dû payer à G&B une pénalité, ou du moins, ils ont été condamnés à payer ces sommes-là, parce que la dame n'a pas bien arbitré les contenus sur lesquels elle pouvait avoir un certain contrôle. Okay? Frédéric, oui? Vous avez déjà mentionné quelques petits trucs là-dedans. Effectivement, dans l'univers des médias sociaux, tout va très rapidement. Là. Comment on peut faire pour se prémunir justement de ce type de problème-là? Oui, il y a deux façons. De un, encore une fois, soyez à l'affût de vos clients. C'est-à-dire que si vous recevez
un message, un courriel ou autre, un coup de téléphone, peu importe, en disant, il y a quelque chose qui se passe sur tes plateformes, vous devez réagir. 1. 2, dépendant du type de plateforme que vous utilisez, il y a des logiciels qu'on peut ajouter pour aider à la gestion. Par exemple, il y a des logiciels qui permettent de retirer des insultes, des mots injurieux, certaines expressions. Donc, tout de suite, de mettre en quarantaine certains posts, certains commentaires. Il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un sensibilisé à cette question-là à l'interne chez vous, souvent un gestionnaire de communauté, qui va faire des spot checks, puis c'est un peu sa job de vérifier ce qui se passe, puis c'est quoi le ton. Puis évidemment, plus vous allez mettre une information sensible sur vos médias, plus il va falloir la surveiller. Probablement que l'annonce d'une vente de souliers de course à 50% dans votre entrepôt ce week-end ou pour la Saint-Valentin, vous offrez 20% de réduction à l'abonnement sur votre site de rencontre. En soi, ce n'est pas une information qui est particulièrement explosive. Rappelez-vous de ce qui s'est passé là, il y a 3-4 ans dans la NFL, les joueurs noirs qui mettent un genou à terre et le leader de ce mouvement-là, dont je ne me rappelle plus le nom, qui a été commandité par Nike et on a vu sa figure sur un paquet de publicité, des panneaux d'autoroute et compagnie. Ça a créé un tollé monstre. Okay? Donc là, il fallait que Nike soit prêt à faire face à la musique. Alors que quand Nike fait des annonces de 50% sur ses runnings, il n'y a personne qui a beaucoup d'émotions à cet égard-là. Là. Okay? Donc, il va avoir ça. Mais ça va être une combinaison, pour répondre à ta question, Guy, ça va être une combinaison d'humains et de technologie. Et plus on va avancer, plus les logiciels dans ce domaine-là, notamment avec l'intelligence artificielle, vont être amenés à nous aider à gérer les contenus et à prévenir des abus. Okay? Rapidement, là, toute la question de diffamation au Québec est gérée par le Code civil et par la Charte des droits et libertés. En gros, vous ne pouvez pas tolérer comme entrepreneur vous ne pouvez pas porter des commentaires ou faire des commentaires qui pourraient nuire à quelqu'un, que ces commentaires-là soient vrais ou faux. Et vous ne pouvez pas tolérer que sur vos plateformes, ce genre de commentaires-là soit fait également. Encore une fois, comme j'expliquais, aucune loi ne vous oblige à lire dans la nanoseconde qui suit le post, chacun des posts. On doit avoir quand même une administration diligente. Okay? Et pour certaines entreprises, c'est impossible de lire chacun des posts. Okay? Donc, gardez ça en tête. Responsabilité. La loi ne nous dit pas, contrairement aux 2 lois précédentes ou même le RGPD et d'autres, qui va être responsable. Le Code civil nous dit la personne qui va avoir commis le geste va être responsable. Donc, dans une décision qui a récemment été rendue en matière de diffamation et médias sociaux, l'organisme a été reconnu responsable de diffamation à l'égard d'un de ses membres, clients. Okay? La directrice générale a été reconnue responsable parce que les propos qu'elle a tenus sur les posts qu'elle a fait sur le Facebook de l'organisme dépassaient de loin le cadre de son emploi. Elle a été reconnue responsable comme ça. Et un administrateur a été personnellement tenu responsable aussi de dommages parce que lui, il a utilisé son compte Facebook personnel pour faire des commentaires contre le client/membre. Okay? Donc, chacune des 3 personnes, la personne morale, l'organisme, la directrice générale salariée qui a dépassé son mandat et l'administrateur qui a fait un commentaire personnel hors de ses fonctions, ont été reconnus responsables. Donc, ici, ça va vraiment dépendre de qui fait quoi. Okay? Et comme c'est le cas pour
paquet d'autres questions lorsque vous êtes administrateur ou dirigeant d'une entreprise. Mélangez pas vos chapeaux. C'est-à-dire que si vous vous comportez comme administrateur, ben, vous posez des gestes d'administrateur et à ce seul titre, l'administrateur ne peut pas parler au nom de l'entreprise puis il ne peut pas faire de commentaires. Okay? Ça sera la personne responsable des communications. Ça peut être directeur, directrice générale, ça peut être président, président du conseil, peu importe, mais il y a une personne qui va être désignée pour faire les communications plus officielles. Il y a une différence entre les communications officielles puis aimer, liker, commenter des posts qui seraient faits par l'organisation. Okay? Évidemment, il va falloir que ce soit de bon goût et respectueux. Donc, dans ce contexte-ci, ce que vous pourriez faire, déjà, c'est sensibiliser vos équipes de com et sensibiliser là, les personnes qui ont l'habitude de faire des commentaires pour et au nom de l'organisation, particulièrement sur les médias sociaux. Donc, vous posez des questions à cet égard-là, mettre certaines règles et, dépendant du secteur dans lequel vous agissez, peut-être penser à des technologies qui pourraient vous aider à, du moins, intercepter certains commentaires diffamatoires, désobligeants ou autres. Et la sensibilité de la société est une espèce de pendule. Là, de ce temps-ci, ben, vous lisez vous êtes au courant de l'actualité comme moi, c'est-à-dire qu'on est à un bout où on ne peut plus dire grand-chose. Alors que des fois, le pendule est plus au milieu, il y a une plus grande liberté. Là, on a une espèce de liberté plus restreinte. Il y a une espèce de passage obligé où il faut faire plus attention. Alors, ben, portez une attention plus grande face à ça. Puis, comme dirigeant et administrateur, bien évidemment, abstenez-vous de faire des commentaires en dehors de vos fonctions. Et les tribunaux sont très clairs à l'effet que les médias sociaux ne devraient pas être une place, certainement pour les professionnels, ne devraient pas être une place pour passer ses frustrations. Et je vais vous donner le conseil que je donne à plusieurs de mes clients. Écrivez dans Word ou sur un apron Saint-Hubert, je m'en balance, toute la haine que vous voulez partager sur les médias sociaux. Écrivez-le une première fois, là, vous allez voir, c'est thérapeutique. Dormez là-dessus et le lendemain matin, vous allez donc vous trouver pas si brillant que ça. Okay? Alors, si vous avez ce feeling-là le lendemain, c'est que votre post certainement n'aurait pas dû être partagé. Okay? Et on a vu à travers les années, un peu partout dans le monde, des commentaires malheureux qui ont été faits par toutes sortes de personnes et qui ont perdu leur emploi ou qui ont été condamnés pour diffamation ou autre. Animateur de radio dans les années 2010-2011 qui a fait des commentaires absolument épouvantables à l'égard de Cœur de Pirate en live pendant la disque en octobre 2010 ou 2011. Mais le gars, il a perdu sa job. C'était un gros animateur radio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lundi matin, il n'y avait plus de job. Et il y en a d'autres comme ça. On pense à des Jeff Fillion et autres. On ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui sans en subir les conséquences. Et c'est vrai sur les médias sociaux comme c'est vrai dans la vraie vie. La différence avec les médias traditionnels, c'est que si vous écrivez une lettre ouverte à un journal qui existerait encore, par exemple, ben, il y a un éditeur qui va lire votre lettre avant puis qui va la publier ou non. Il y a un filtre. Et dans certaines lignes ouvertes de certaines radios, il y a un délai entre ce qui est échangé entre l'auditeur et l'animateur et ce qui est effectivement diffusé. Des fois, il y a un 3, 4, 5 secondes pour pouvoir faire un bip le cas échéant. Or, dans les médias sociaux, ce n'est pas vraiment possible et rien ne disparaît. Hein. Ce qui est dit sur Internet demeure sur Internet, même si vous pensez l'avoir effacé. Donc, on va faire très attention à ça et contrairement aux autres lois, il n'y a pas de plafond ici. Il n'y a pas de minimum puis il n'y a pas de maximum au niveau des pénalités que vous pourriez, auxquelles vous pourriez vous exposer. Ça va vraiment dépendre du contexte et de la personne. Dans le cas de GB Maternité, on parlait
le jugement a condamné les parties à payer 12 000 $ en dommages pour diffamation, tandis que dans notre affaire Canoë, la Cour a condamné Québécois Canoë à payer 107 000 $ à la plaignante. Donc, dépendant des circonstances, là, ça va être plus ou moins important. Commentaires, partage, haine, allez-y. Tu parlais en début de rencontre comment les pratiques aux États-Unis étaient beaucoup plus permissives, en Europe, beaucoup moins. Ici, bon, mitoyenne, naturellement. Est-ce que la tendance est vers un resserrement présentement? Ou... En fait, c'est assez intéressant. Ce qui se passe aux États-Unis, notamment, dans les États-Unis ont une définition de la liberté d'expression beaucoup plus vaste que la nôtre. Indépendamment des médias sociaux et des conditions d'utilisation, beaucoup de choses qui sont dites aux États-Unis ou communiquées seraient illicites ici. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on voit en fait, ce que j'appelle l'État dans l'État, les médias sociaux qui ont tellement de puissance maintenant commencent à jouer un rôle d'arbitre, ce qui jouait moins avant ou de façon peut-être plus effacée. Et là, tellement qu'il y a beaucoup d'articles aux États-Unis, notamment là, sur des blogs légaux sur est-ce que Twitter a le droit de fermer le compte de quelqu'un? Est-ce que Twitter a le droit, ou Twitter ou n'importe laquelle des plateformes, a le droit de brimer ou en fait d'interdire certaines personnes à s'exprimer comme ils le font? Or, la réponse c'est oui, parce que ce ne sont pas des services publics, en tout cas tant qu'ils n'auront pas été déclarés services publics. Ce sont des plateformes privées comme n'importe quel journal, comme n'importe quelle radio ou poste de télé. Étant des organismes privés, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur territoire. Donc, je dirais qu'il y a une certaine tendance, effectivement, à ce que l'entreprise privée joue un plus grand rôle parce qu'ils sont directement aux commandes. C'est eux qui peuvent mettre le doigt sur le bouton on ou off. Je donnais une conférence à des juges il y a 1 an et demi, à peu près exactement là-dessus, diffamation, médias sociaux. Et je commentais un jugement qui avait été rendu. Et un des commentaires du juge dans le jugement, c'est-à-dire, bien, les tribunaux sont les derniers remparts contre les abus sur Internet. Puis, j'ai choqué les juges un peu en disant, bien non, en fait, vous n'avez pas tant de pouvoir que ça. Puis, vous n'êtes pas les derniers remparts. Puis, dans le contexte actuel de notre système juridique versus les médias sociaux, vous êtes plutôt inefficace. Parce que les médias sociaux, c'est instantané, c'est global, c'est multiplateforme, c'est instantané. Il n'y a pas un tribunal qui peut même rendre une injonction à la vitesse où quelqu'un peut fermer un compte sur les médias sociaux. Donc, on va voir certainement dans les prochaines années là, des lois qui vont faire en sorte que les médias sociaux, les plateformes vont peut-être avoir plus de pouvoir, ou il va y avoir une espèce d'encadrement ou de partage des pouvoirs. Et vous avez peut-être entendu parler de l'article 230 de la loi sur les télécommunications aux États-Unis qui fait en sorte que, et ça c'est une excellente chose, on devrait avoir ça dans la plupart des pays, qui fait qu'on ne peut pas poursuivre les plateformes de médias sociaux parce qu'ils ont arbitré des contenus. Okay? Et c'est un article que Trump voulait faire tomber d'ailleurs, parce qu'il était donc victime et ça allait donc mal. Ça me faisait penser un peu à Calimero pour ceux qui se rappellent la référence. Mais bon, vous irez sur Google, tapez Calimero, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Donc, c'est ça. Si cet article de loi-là n'avait pas existé, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui a mis ses culottes à un moment donné en disant oui, c'est important avec le pouvoir que vous avez que vous puissiez arbitrer vos contenus, puis à la limite, fermer des comptes. Ça s'est fait au Canada aussi. Je pense, entre autres, je ne me rappelle plus du nom de la dame, mais il y a une partisane de l'extrême droite canadienne, ça existe, qui a été bannie de Facebook parce que, justement, appartenant à l'extrême droite et véhiculant des contenus qui ne sont pas acceptables au Canada. Dans cet esprit-là, on a Déodat qui nous pose la question. Comme la plupart des compagnies ont des règlements internes sur les porte-paroles, c'est pas quelque part déjà inclus.
Il y a une certaine discipline à l'interne. Est-ce que c'est nécessaire de légiférer vraiment? Ben, oui et non. C'est-à-dire que ma réponse va avoir plusieurs facettes. C'est sûr qu'à la base, peu importe la loi qu'on va avoir, il y a une question de discipline. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a des politiques internes et externes à l'égard de ce type de contenu-là? C'est quoi la ligne directrice? C'est quoi votre ligne éditoriale? Qu'est-ce que vous permettez ou pas? Un exemple que j'utilise souvent, c'est de dire, ben, j'imagine que la ligne éditoriale du Devoir est très différente du bar de danseuses chez Paris. Mais les commentaires sur chacune des plateformes vont être parfaitement légaux, mais à, évidemment, saveur différente. Et peut-être qu'on va permettre certains types de langage, une certaine folie, liberté chez Paris qu'on ne permettrait pas nécessairement au Devoir. Mais je présume que je n'ai pas vu les deux. Mais si on veut donner des exemples distincts, ce serait un peu ça. Donc, il va y avoir ça, 1. 2, vous pouvez avoir toutes les lois, vous pouvez avoir toutes les politiques internes, toutes les lignes éditoriales que vous voulez. Si vous ne les appliquez pas, ça ne donne absolument rien. Okay? D'ailleurs, dans l'affaire de Canoë, c'était ce qui était reproché à Québécois. Le juge leur a dit, écoutez, vous avez effectivement des politiques de gestion des contenus à l'interne puis de la gestion des médias sociaux, mais vous avez décidé de ne pas les appliquer suite aux commentaires de Martineau. Vous avez enlevé les personnes responsables de l'administration du compte, puis vous avez laissé aller les commentaires. C'est absolument irresponsable. Okay? Et oui, je pense qu'on va arriver avec une certaine loi ou certaines précisions, bien que je pense que les lois qu'on a actuellement font la job. C'est juste de bien les utiliser et d'avoir de meilleures pratiques et d'avoir une étiquette à l'interne pour régler le problème. Là. Parce que je ne crois pas à des sociétés hyper légiférées. Là. Je pense qu'il y a certains milieux, particulièrement le domaine numérique, où on doit donner certains pouvoirs, mais ça va tellement vite qu'il n'y a pas une loi qui va pouvoir réellement suivre, sauf si elle est rédigée de façon très, très large, comme par exemple la loi anti-pourriel là, qui ne vient pas nous dire ben ce n'est pas une loi contre les courriels ou les pourriels, c'est tout type de message électronique. Okay? Mais la base demeure la même. Je réponds à Théoda tout de suite après. La base demeure la même. Peu importe les lois, peu importe ce que vous voulez, vous ne pouvez pas porter atteinte à quelqu'un en faisant des commentaires. Ça, c'est la base de notre société. Oui, Théoda. Votre micro. Oui. Non. Non. Peut-être pas le bon settings. Ici, ça devrait fonctionner, désolé. C'était pas le bon. Je veux juste être sûr qu'on comprenne, c'est que au point de vue de la PME, puis peut-être l'audience ici, oui. vous énormément de façon large au niveau légiféré pour le contenu. Je pense de façon pragmatique, ce que j'essayais de dire, c'est que la plupart des compagnies ont des règlements internes sur les porte-paroles, que ce soit au niveau pourriel, distribution, etc. Les gens qui sont autorisés à communiquer au nom de l'entreprise sont typiquement désignés. Oui. On a besoin d'aller trop loin dans les politiques internes. Plus c'est prescriptif, plus c'est à l'encontre de la compagnie et pourra être réutilisé contre la compagnie. Donc, je veux juste mettre peut-être un bémol dans mon point de vue sur le type de guidance que vous donnez à l'effet que pour l'entreprise, qui n'est pas le devoir, là, on parle de l'entreprise moyenne qui est commerciale, petite et moyenne entreprise, le but n'est pas d'être trop prescriptif, mais plutôt de dire qui a le droit de parler et que ces gens-là pourront faire ad hoc la détermination de ce qui est approprié ou pas, loin de tout écrit qui pourrait être réutilisé contre l'entreprise. Donc, je mettrai un bémol sur votre type d'approche, ou peut-être vous voulez le mettre vous-même. Oui. Je trouve que vous allez peut-être un peu loin dans ce qu'on doit écrire. OK, mais en fait, je n'ai jamais dit ce que vous deviez écrire. Je dis que vous devez avoir la ligne éditoriale. Puis celle-là va être propre à chacun. OK? Et ce n'est pas tant ce que vous écrivez qui me préoccupe que ce que d'autres écrivent sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Et que, je vous donne deux exemples. L'affaire de Canoë et l'affaire de G&B, ces deux organisations-là ont été reconnues responsables de diffamation
pas pour des écrits qu'eux ont produits, des écrits que leurs clients ont produits et qu'ils n'ont pas contrôlés. C'est ça le problème que j'ai. Puis GB, c'est une micro-entreprise. C'est plus ça, parce qu'effectivement, il y a peu... Je n'ai pas vu vraiment de dossier où ce que l'entreprise écrivait officiellement posait réellement problème. Le problème n'est pas là. Le problème est plus sur le dérapage qui est parfois possible sur les médias sociaux et beaucoup de la part de tiers. Et il faut souvent tuer le poussin dans l'œuf. Tu sais, l'affaire de GB, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a un entrepreneur qui a toléré qu'une de ses clientes utilise certaines de ses informations pour blaster une autre entreprise et l'entrepreneur et la cliente ont été reconnus responsables pour ces propos-là. Donc, ça ne venait pas du tout de l'interne. Mais je suis d'accord avec toi, Théoda, en ce sens qu'à l'époque, moi, en fait, au bureau, on a volontairement très peu de règles parce qu'on fait confiance aux gens, on fait confiance à l'intelligence des gens. Cependant, on a choisi, pour toutes sortes de raisons, de ne pas avoir sur notre site web, de ne pas avoir de blog ou d'échange avec nos clients. On ne trouvait pas que c'était approprié dans ce contexte-là. Ça, c'est notre ligne. Mais d'autres vont vouloir vivre de ces commentaires-là. Alors, ce que je vous dis, c'est si vous échangez effectivement avec vos clients, donnez certaines instructions à la personne qui va administrer ça. Puis je ne dis pas de tout interdire. Puis si que vous tolériez ou pas les sacres, personnellement, je m'en fous. Mais ayez une ligne cohérente et permissive parce qu'on est dans un univers où on doit, je pense, encourager l'innovation, on doit encourager les nouvelles idées. Ce n'est pas parce que ça ne se faisait pas comme ça hier qu'on ne peut pas le faire comme ça demain. Ça, j'y crois beaucoup. Donc, ce n'est pas effectivement de surencadrer les gens. Un. Deux, mon commentaire est beaucoup, faites attention aux commentaires externes. C'est plus de ceux-là que je me méfie que de ceux qui viennent de l'interne. Parce que votre porte-parole, il est probablement drillé, il est formé là-dedans. C'est clair, vous avez une communication claire, vous savez où est-ce que vous en allez. Ce n'est pas de ça que j'ai peur. C'est des abus de l'autre côté. Merci, merci de la précision. Le temps avance à une vitesse phénoménale, naturellement. Oui. Déjà 11h24, on arrive presque à la fin. Donc, oui. Si vous avez certaines questions que vous n'avez pas posées encore, c'est le temps de le faire. Sinon, peut-être un petit... oui, c'est ça. Conclusion. J'ai skippé la dernière partie qui est moins intéressante. En conclusion, vous l'avez vu, on est beaucoup dans de la sensibilisation, prévention, poser des questions, obtenir des réponses, puis poser des gestes. Et c'est pas d'être hyper contraignant, c'est juste d'être diligent et d'être prudent. Et en fonction de qui vous êtes, de l'entreprise que vous êtes, de vos clients, des messages que vous voulez envoyer ou pas, vous allez organiser votre information en conséquence. Et je vous dirais que ceux qui sont responsables des informations plus sensibles dans votre entreprise, notamment les renseignements personnels et les données à caractère personnel, posez-leur donc plus de questions cette semaine en disant notre base de données est-elle à jour? Qu'est-ce qu'on a fait? Montre-moi donc ça. On peut peut-être obtenir un deuxième avis. Même chose pour vos listes de courriels. Si vous communiquez par texto avec vos clients, est-ce que le message texte est conforme? C'est dur de rentrer tout ce que la loi exige dans un texto. Il y a une entreprise qui le fait très bien, c'est Rousseau Sport. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Mais quand ils m'envoient des textos, je suis toujours impressionné de la quantité d'informations qu'ils peuvent donner dans les quelques lignes. Il y a rarement des mots au complet, mais parce qu'il faut que ça fitte vraiment dans ton texto. Donc, ça c'est très, très bien fait. Mais donc, soyez conscients de ça. Et peut-être que vous êtes impliqué dans ces aspects-là dans votre entreprise. Les personnes qui vous proposent les projets ou qui doivent exécuter, encore une fois, pour augmenter le niveau de questions puis demandez-leur peut-être un petit peu plus
peut-être de se relire ou de revérifier une deuxième fois là, pour les 2-3 prochaines campagnes ou type de communication que vous pourriez faire, juste pour être sûr que vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Vous n'êtes pas dans le genre de secteur qui me paraît poser problème sur les médias sociaux, mais quand même, faites attention. Et voilà. Puis, sachez que le Canada s'en va vers des lois plus sévères et la plupart des pays dans le monde adoptent ce genre de lois-là et ces lois-là ont des portées extraterritoriales. Donc, même si vous ne faites pas directement affaire dans ce pays-là, comme en Europe, par exemple, si vous avez des clients, si vous détenez des données sur des Européens, alors même que vous n'avez pas de place d'affaires ou que vous ne vendez pas à proprement parler en Europe, bien, vous allez être soumis au RGPD pareil. Il faut alors à ce moment-là ajuster vos conditions d'utilisation, politique de confidentialité et autres. Donc, voilà. Prudence et diligence, c'est juste ça. Probablement que l'ensemble d'entre vous n'aura pas des coups de barre à 180 degrés à donner. Des fois, c'est des petits ajustements qui fait qu'on évite des problèmes pour le futur, qu'on se prépare pour les modifications législatives qui s'en viennent et qu'on est plus sexy pour des éventuels investisseurs aussi. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bye-bye.